de l'électricité? Je pense que c'est la conséquence d'une gestion assez catastrophique du secteur de l'énergie et particulièrement de la société qui s'occupe de la prestation, notamment la CET, qui a été gérée pendant des années comme une épicerie de quartier. Je rappelle que quand Faure prend le pouvoir en 2005, on avait des difficultés sur le plan énergétique. Il y avait énormément de délestage, il y avait beaucoup de problèmes à assurer le courant de façon continue et on est allé faire des prêts. On est allé consentir des prêts pour implémenter des projets dont la finalité est de régler le problème de délestage. Et c'est comme ça qu'on est allé prendre beaucoup d'argent pour mettre en place le fameux projet de contour global qui a été piloté par les proches de Faure Gnassingbé, Barry Moussa Baké, Damipi et tous leurs amis. Et ils ont mis une société américaine devant, qu'ils appellent Contour Global. Et ce projet qui était censé régler le problème du délestage ou de déficit énergétique est devenu un grand gouffre pour le pays. Oui. Le projet a été d'abord très mal conçu et par la suite, vous connaissez la rapacité des dirigeants togolais. Chacun voulait avoir sa commission, les Baké par ici, les Damipi par là, Faure Gnassingbé même au milieu. Chacun a pris sa part. Ils ont encore leurs intérêts en tant qu'actionnaires dans cette société-là. Et chaque jour, c'est la CET qui rend fou cette société. On parle de 1 milliard chaque mois que Contour Global ait produit de l'électricité à la CET ou pas. La CET doit verser 1 milliard à Contour Global chaque mois. Il y a le contrat qui a été publié, qui est sur les réseaux sociaux, que les gens peuvent retrouver facilement et comprendre comment est-ce que des gens, des patriotes, des gens soucieux de gérer un pays avec beaucoup de rigueur peuvent signer un tel contrat. Ensuite, ce projet n'ayant pas véritablement abouti, donc la question du délestage n'est pas réglée, ils sont partis prendre encore de l'argent avec des banques pour payer une autre centrale qu'ils appellent centrale Kekeli. Et cette centrale qui a été implémentée dans la zone aussi portuaire, le jour de l'inauguration, une partie de la centrale a pris feu. Et la centrale qui devait produire, je pense, 100 et quelques mégawatts pour la CET, aujourd'hui n'est pas dans ses capacités de production de façon optimum. Donc là aussi, on a mis beaucoup d'argent dans une structure qui ne nous rapporte pas grand-chose. Ensuite, on a les dettes que nous avons auprès de la Volta Reading Authority, donc le courant qu'on prend auprès du Ghana, oui. Et la dette colossale qu'on a du côté du Nigeria, où on prend aussi de l'électricité. Et le Nigeria, à un moment donné, nous a sommé à plusieurs reprises justement de régler cette ardoise-là qui est devenue intenable pour les gens du Nigeria. Et donc, quand vous allez encore plus loin, il y a la manière dont la CET elle-même, elle est gérée. La CET, elle est gérée comme une épicerie familiale. Le directeur qu'on nomme, il recrute tous ses frères de village, que des gens aient des diplômes ou pas. L'essentiel, c'est qu'on recrute les gens sur les affinités communautaristes, ethniques et tout ça. Et les responsables de la CET se sont offerts des avantages énormes qui pesaient sur la société. Et donc, les bons de carburant, les voitures, tout ce qui est prestation à la CET est surfacturé, parfois sur du matériel de mauvaise qualité, et tout. Donc, c'était devenu une vache à lait. Et il y a même des rapports de la Cour des comptes qui disent qu'il y a des dépenses à la CET qui n'ont jamais été prises dans le compte du budget de l'État. Ces rapports sont là. Ensuite, vous avez les ministres qui sont là et qui consomment l'électricité pendant des années, qui ne payent pas leurs factures. J'ai publié sur ma page Facebook la dernière fois l'arrêté du ministre Elom Dadi qui accordait en 1996 au ministre
les avantages en termes de consommation d'électricité. Et cet arrêté nous indique même que même après le départ du ministre de ses fonctions, il a encore 3 mois d'électricité gratuite. Pendant ce temps, le Togolais lambda, quand il a une seule facture, dès qu'on apporte la seconde facture, on lui coupe le courant. Et on lui fait payer en plus les frais de coupure. Donc, voilà comment la société a été gérée pendant les années. Et il y a ensuite toutes les nombreuses maisons des autorités, notamment les maisons de Fogna qui sont un peu partout sur l'ensemble du territoire, que la société alimente sans aucune compensation. Et donc, tout ça a plombé cette société-là et les dépenses aussi de fantaisie. Et aujourd'hui, on augmente le coût de l'électricité de 13% pour faire payer aux Togolais les bêtises que les gouvernants ont commises. Oui, qu'ils ont fait. Enfin, exactement. Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est nous, c'est le Togolais, le bas peuple aujourd'hui, qui va supporter la mauvaise gestion et les consommations que les dirigeants, qui eux déjà étaient favorisés. Parce que quand tu es ministre, tu as tous les avantages. Normalement, c'est un ministre qui devait être exemplaire Tout à fait, c'est eux qui devraient montrer le bon exemple. Exactement, c'est eux qui devaient payer parce qu'ils ont tous les avantages. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans notre pays. Je suis certain que, doyen, le pays dans lequel vous vivez, si vous cherchez à vous informer, vous aurez toutes les informations sur ce que gagne le chancelier, ce que gagne le président allemand, ce que gagnent les ministres. Au Togo, on n'a aucune information sur ce que gagne réellement le ministre. Il n'y a aucun décret que tu peux sortir aujourd'hui au Togo qui t'indique quel est le salaire du président, quels sont ses avantages, quel est le salaire du premier ministre, quels sont ses avantages, quel est le salaire d'un ministre d'État, quels sont ses avantages, quel est le salaire d'un simple ministre, quels sont ses avantages, quel est le salaire d'un secrétaire d'État, quels sont ses avantages. Personne ne sait rien. Et pourtant, on devrait le savoir. Parce que si on demande dans la Constitution aux ministres de déclarer leurs biens, nous devons savoir combien ils gagnent. Pour qu'à leur départ du ministère, on peut évaluer s'ils ont eu à augmenter leur patrimoine ou non. Donc aujourd'hui, le salaire même des dirigeants togolais est un secret d'État. Oui. Moi, je suis un journaliste d'investigation, j'ai fouillé partout, je n'ai vu aucun document qui fixe les salaires. On va te dire, Ford gagne 7 millions, on va te dire, le Premier ministre gagne 4 ou 5 millions, mais personne ne te sort un document qui montre réellement que les salaires des ministres ont été fixés à tel montant. On sait ce que gagne le pape, on l'a dit. On sait ce que gagne Donald Trump, on l'a dit. Et on a même dit que Donald Trump a renoncé à son salaire. On sait ce que gagne, par exemple, Macron. Mais qu'est-ce que Fogna gagne? Combien il gagne par mois? Combien gagnent ses ministres? Combien gagnent les secrétaires d'État? On n'a aucune idée. Donc, tout est opaque au Togo. Donc, à partir de ce moment-là, quand des ministres consultent les maisons, on ne sait pas si c'est sur la base de leur salaire ou si c'est sur la base des détournements. C'est ça. Ferdinand, par exemple, ici, le chancelier allemand, selon l'article 11 de la loi des ministres fédéraux, donc gagne 226 000 euros par an. Donc, il faut diviser 226 000 euros par 12 pour savoir combien il gagne. Ok, 226 000 euros par an. C'est ce que le chancelier en Allemagne gagne. Oui. Ok, quand on le divise par 12, on a une idée de ce qu'il a par mois. Plus les autres avantages, il a un véhicule de fonction, il a des trucs et tout ça. Voilà. Chez nous, on ne sait pas ce que les gens gagnent. Non. Et puis ils gagnent selon l'article, un article de la Constitution. Voilà. Donc voilà, quelqu'un a dit 18 000 euros. Voilà. Donc 18 000 euros par mois que comment appelle-t-on, que le chancelier allemand gagne. Maintenant, nous, on ne sait pas combien nos dirigeants gagnent. Personne ne sait. Même les députés, on ne nous a jamais sorti une décision pour dire voilà ce que les députés gagnent. Normalement, pour la transparence dans la gestion des affaires publiques, toutes ces informations devaient être publiques. C'est ça. Toutes ces informations devaient être à la portée des citoyens. Oui. Comme ça, le citoyen a des éléments de contrôle de l'action politique.
Et il est en droit de demander aux dirigeants, mais si vous avez un ministre qui gagne 3 millions, pourquoi il construit une maison de 300 millions alors qu'il gagne 3 millions au gouvernement? Donc, on n'a aucune information. Donc, tout est opaque dans notre pays et finalement, le pays est géré comme ça. Et donc, aujourd'hui, on veut faire payer aux Togolais la mauvaise gestion que les dirigeants ont eu à faire du secteur énergétique. C'est une injustice extrêmement grave. C'est d'ailleurs une double peine pour les populations. Parce que là, moi j'ai fait des émissions, j'avais alerté les gens. Je pense que des journalistes togolais, je suis l'un des journalistes qui a beaucoup écrit sur la société. J'ai fait beaucoup d'émissions sur la société. Ça fait des années que je parle de la société. Maintenant que nous sommes au fond du gouffre, depuis 3 jours, je vois les Togolais qui sont sur les réseaux sociaux en train de crier. Parce que les gens qui faisaient le cash power à 2000, ils se rendent compte aujourd'hui que même avec 2000, quand tu achètes l'électricité de manière prépayée, tu n'as pas grand-chose. Donc, c'est une situation catastrophique. Et les gens font des captures d'écran de leurs achats de cash power qu'ils le mettent sur les réseaux sociaux. Et à la fin de ce mois, il y aura les factures des compteurs mécaniques qui vont arriver et les gens vont se rendre compte de la gravité de la situation. Et je vous assure, doyen, que nous avons déjà une inflation galopante, mais les choses vont aller en flèche. Parce que le menu va augmenter le prix de comment on appelle la dose, le prix qu'il prend pour moudre. Moudre la farine. La farine, il va augmenter. Le coiffeur, il va augmenter. La coiffeuse va augmenter. Les gens, tous ceux qui vendent les produits congelés, ils vont augmenter. Je ne sais pas comment on appelle. Ceux qui boivent même la boisson, ils vont augmenter. Parce qu'il faut rafraîchir la boisson avant de la vendre. Ah oui. Et donc, l'impact est sur tous les secteurs. Vous voyez, l'impact va toucher tous les domaines. L'eau va augmenter effectivement aussi, et déjà que les populations sont à bout de souffle. Donc, le peuple ne peut pas continuer indéfiniment à payer la gabegie des dirigeants. Donc, ce qui aurait été intéressant à faire, si on avait des dirigeants responsables, c'est de faire d'abord un audit de la société. Et de dire pourquoi on en est arrivé là. Normalement, c'est un audit de la CET qu'il fallait faire. C'est l'audit de la CET qu'on devait présenter au peuple en disant voilà les problèmes qu'on a eu dans la gestion de la CET, voilà pourquoi on doit régler ces problèmes-là, voilà pourquoi nous demandons un effort complémentaire ou supplémentaire des populations. Et les gens vous diront d'accord, au vu de ce diagnostic-là, nous acceptons de faire un sacrifice ou non. Là, on ne fait aucun diagnostic, mais vous allez constater que depuis 3 jours, la CET communique de façon muette. On balance des communiqués dans la masse. Il n'y a aucun responsable de la CET qui est sorti sur les médias pour expliquer aux Togolais le nouveau mécanisme d'augmentation des prix et comment les gens doivent comprendre ça. Il n'y a rien. On balance un communiqué que tout le monde retrouve sur Facebook, WhatsApp, les gens partagent et chacun fait son interprétation de ce communiqué-là. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gouverne un pays. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige des gens. Et donc aujourd'hui, quand vous prenez la situation qui est déjà très difficile sur le plan économique et qu'on rajoute maintenant aujourd'hui la question des factures d'électricité, je pense que les Togolais ne vont pas s'en sortir. Et n'oubliez pas tous les conflits qui vont naître de la gestion de l'électricité dans les maisons de location. C'est ça, c'est ça. Parce que les gens ne voient pas cet aspect. Vous savez que quand, pour ceux qui sont en location, quand vous louez chez vous, vous louez, le propriétaire vous fixe le prix de l'électricité qui est différent de celui de la société. Il vous dit, moi le kilowattheure, si la société le donne à 150, moi dans ma maison, c'est 200. Maintenant que la société a augmenté, ces propriétaires de maison aussi vont augmenter le coût du kilowattheure. Maintenant, quand vous prenez, comment appelle-t-on, les quartiers périphériques de Lomé, où les gens vivent des araignées, c'est-à-dire des branchements sauvages, c'est celui qui amène le compteur principal dans le quartier, qui alimente les autres qui sont tout autour de lui. Donc lui aussi, il augmente le coût du kilowattheure qu'il donne aux autres. Avec la société, lui aussi va augmenter. S'il leur vendait à 200 francs le kilowattheure, ils vont maintenant passer à 300. C'est à prendre ou à laisser.
Donc, cette augmentation du coût de l'électricité va créer même des problèmes entre les gens. Il va y avoir un problème de cohésion sociale dans le pays. Il n'y a pas que seulement l'inflation, il n'y a pas que seulement des difficultés à joindre les deux bouts, mais les relations entre les voisins, entre les locataires et les propriétaires vont être des relations compliquées. Donc, pendant ce temps, on a des dirigeants qui sont tranquillement assis dans leur bureau en train de regarder le peuple d'en haut. Et ça, c'est inadmissible. Et puis ensuite, nous n'avons aucune certitude aujourd'hui que cette circulaire que le ministre a publiée sera appliquée. Quelle assurance nous avons aujourd'hui qu'on va appliquer cette décision-là? Il n'y a aucune assurance. Parce qu'il n'y a aucune institution indépendante qui va veiller à l'application de cette circulaire-là. En temps normal, le ministre de l'économie et des finances, puisqu'il gère la bourse de l'État, il devait nous dire combien coûte la prise en charge de l'électricité des ministres par an. C'est ce qu'il devait donner. Normalement, c'est ce qu'il devait nous donner comme information. Il va nous dire l'entretien, la prise en charge de l'électricité au domicile des ministres vous revient chaque année à 1 milliard ou à 1,5 milliard. Et comme le pays traverse des difficultés, comme la société traverse des difficultés, nous ne pouvons plus, le trésor n'est plus à même de prendre en charge les ministres. Donc nous allons économiser ces 1 milliard-là que nous allons injecter à la société ou bien que nous allons injecter dans l'enseignement, dans la santé, pour faire peut-être les écoles, les routes ou pour donner des bourses aux étudiants. Donc, le ministre des Finances, de l'économie et des finances, ne peut pas parler comme un homme de la rue sans donner des chiffres. C'est ça. Ça nous coûte quoi de prendre en charge la consommation électrique des ministres chaque année? Normalement, il devait nous donner les chiffres. Vous voyez? Et donc, il ne nous a pas donné les chiffres. Maintenant, il a parlé de l'énergie, et il a parlé de l'électricité, il a parlé de l'eau aussi. Mais il n'a pas parlé du téléphone. Parce que justement, il y a des ministres aussi qui ne payent pas leur facture de téléphone. Au niveau de Togocom, j'en avais parlé la dernière fois, il y a des gens qui sont à 50 millions, 52 millions par mois de frais d'électricité non payés. Et c'est des gens qui ont leur téléphone ouvert, je parle des téléphones portables, parce qu'ils estiment que le président les envoie dans des missions, ils sont partout, donc ils ont des téléphones ouverts à tout moment. Mais le Togolais qui charge un crédit de téléphone de 500 ou de 1000 francs, il ne l'utilise même pas d'ici la fin de la journée, le crédit est fini. Donc, ce peuple-là, qui est déjà suffisamment pauvre, suffisamment avachi par la misère, ce peuple ne peut plus continuer par supporter la charge des dirigeants. Ce peuple ne peut pas continuer par entretenir des dirigeants qui ne sont même pas à la hauteur de leur mission. En plus, il y a les bons de carburant. Quelqu'un l'a dit dans les commentaires. Il y a les bons de carburant. Et vous savez que chez nous, c'est la bagarre pour les bons de carburant. Chaque fin du mois, le ministère de l'économie et des finances édite les bons de carburant pour les ministres, les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux des ministères, les préfets, les maires. Et ces bons de carburant sont une charge énorme pour le pays. Tout à fait. Quand le président Talon est venu au Bénin, il a arrêté cette histoire de bons de carburant. Et il a économisé des milliards pour le Bénin. Quand tu es fonctionnaire, on te paye, tu vas acheter le courant, la pompe comme tout le monde. Parce que tu as des indemnités. Ouais. Vous savez, Joël, nous avons gardé les réflexes des colons. Parce que quand les gens dénoncent le néocolonialisme, il y a des aspects que nous vivons tous les jours qu'on ne dénonce pas. Vous savez, l'administration, nous l'avons hérité du colon. L'administration telle qu'elle est aujourd'hui, nous l'avons hérité du colon. La manière de gérer nos administrations, nous l'avons hérité du colon. Et c'est le colon qui a créé ces genres de postes-là avec les avantages qui vont avec. Mais le colon lui-même ne fait plus ça. Nous sommes toujours restés dans la mentalité de l'État-providence qui doit nous donner tout si nous sommes fonctionnaires. Oui. Mais quand vous arrivez en Europe, aux États-Unis, vous avez des gens qui viennent au boulot à vélo. Vous avez des gens qui viennent au boulot à métro. Vous avez des gens qui n'ont pas de voiture de fonction, mais qui sont fiers de venir faire leur travail. Bien sûr. En Afrique, on nomme un ministre, il dit que le bureau n'est pas grand, il casse le bureau, il englobe le bureau de son directeur de cabinet ou de son secrétaire général, il chasse les gens, il agrandit le bureau comme s'il venait d'avoir un CDI. Vous allez voir un ministre aux États-Unis ou en Europe casser un bureau. Non, pas du tout. Parce que l'immeuble est construit, il n'a même pas le droit de toucher. Donc lui vient, ce dont il a besoin, c'est une table, une chaise,
et peut-être quelques fauteuils pour travailler. Parce que demain, il va repartir. Mais quand vous arrivez chez vous, la mentalité des fonctionnaires en Afrique, et particulièrement dans nos pays, c'est d'avoir tout le confort à leur lieu de travail, alors que c'est juste un lieu de travail. Mais ce confort-là, ça coûte énormément à l'État. C'est ça. Et donc, ça, c'est une mentalité que nous avons gardée, même si le colon s'en est débarrassé. Et donc, l'administration en Afrique et dans les pays francophones est devenue un frein même au développement. D'où tous les avantages que vous voyez, les bons d'essence, les voitures de fonction, la prise en charge de l'électricité, la prise en charge de l'eau. Donc, si nous voulons faire une révolution dans nos pays, il faut renverser la table et renverser toutes ces pratiques-là. Si vous êtes un fonctionnaire, vous venez au boulot, vous avez juste besoin d'une table et d'une chaise pour travailler et d'un ordinateur. Après, quand vous êtes chez vous à la maison, vous pouvez mettre tous les meubles que vous voulez. Si vous voulez aller à Togo Meubles pour acheter les meilleurs meubles du monde, si votre bourse le permet, vous irez acheter ça. Mais l'État n'a pas les moyens de faire du bureau des fonctionnaires comme s'il était un PDG d'une société privée où il avait besoin de tout. Donc, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et donc, les Togolais ne peuvent pas continuer, pas supporter cette charge-là que l'État fait reporter sur les populations, alors que l'État, chaque jour, crée les besoins. Là, on a un président qui a fait 20 ans, qui est devenu président du Conseil. Maintenant, on a un président honoraire qui doit aussi être entretenu. Donc, lui aussi, le président honorifique, doit avoir son propre cabinet. Il doit avoir sa détention de carburant, ses garde-corps, ses attachés de communication. Il doit avoir son champagne. Il doit avoir son vin. Parce que lui aussi, il reçoit des invités. Sa maison doit être entretenue. On a des députés qui sont... Un instant. Tapotez, s'il vous plaît, ils veulent... okay. Ils veulent nous causer des problèmes là. Okay. Tapotez fort, s'il vous plaît. On a des députés qui sont à un nombre assez important, qui constituent une charge pour le pays. On a des gouverneurs, on ne sait pas pourquoi. Un petit pays comme le Togo, qui a déjà des préfets, doit avoir des gouverneurs, donc qui doivent être aussi payés, avoir des voitures de fonction, d'avoir des bons de carburant. On a des préfets, on a 77 maires, 117 maires, là où le Bénin a 77, et là, on vient d'augmenter le nombre de conseillers. Donc, tout ça, ce sont des charges qu'on augmente pour le pays. Ce sont des charges qu'on augmente pour le pays et qui pèsent sur les populations. Parce que l'État devient un gouffre dans lequel on met l'argent qui doit normalement servir à construire les écoles, à construire les hôpitaux, à donner des bourses aux étudiants, à prendre les femmes qui sont en maternité en charge et à prendre les gens qui sont diabétiques en charge, les gens qui ont le dialyse en charge. Mais on utilise toute cette fortune-là pour entretenir des fonctionnaires qui, eux, ne produisent rien. L'administration en Afrique ne produit pas. L'administration ne produit pas de la richesse. L'administration fait juste fonctionner l'appareil de l'État. C'est le secteur privé qui produit de la richesse. Mais il se fait que c'est l'administration qui consomme beaucoup d'argent en Afrique. Et donc, tout ça, c'est des choses autour desquelles il faut faire des réflexions. Et si nous voulons vraiment nous débarrasser de la mentalité néocoloniale, c'est la réforme principale que nous devons faire, c'est la réforme de l'administration. Pour que les gens comprennent que quand tu viens dans l'administration publique, c'est pour travailler et non pour bénéficier d'un confort comme si tu étais dans une société privée ou tu étais à ton domicile. Donc voilà, donc aujourd'hui, il revient aux Togolais de supporter toutes ces bêtises-là et je vous assure que la fin de ce mois, dans 2 jours, sera catastrophique pour les Togolais. Quand les gens vont avoir leur facture, ça sera intenable dans les foyers. Mais on verra si les Togolais vont croiser les bras ou s'ils n'auront pas réagi. On en viendra, d'accord. Bon. Et on va passer à autre thème, parce que le temps est en train de s'écouler. Nous arrivons maintenant pour voter une nouvelle constitution à la va-vite, parce que je dis à la va-vite parce qu'aujourd'hui, on est en train d'observer tous les déchets qui sont dans la nouvelle constitution. Pas plus que hier, un ami qui est allé à Edith Togo, à Lomé, m'a envoyé une page de la nouvelle constitution qui est déjà en vente. Et donc, on suppose que c'est la constitution qui a été publiée dans le journal officiel. C'est pour ça que Edith Togo l'a édité pour le vendre aux populations. Et dans cette nouvelle constitution qui est déjà en circulation, on voit que à l'article 60,
à l'article 60, je pourrais vous envoyer la capture. On continue par appeler M. Faure Gnassingbé le président du Conseil des ministres. Dans leur propre constitution, c'est-à-dire, quand ils ont voté la constitution de façon précipitée, ils ont dû la toiletter encore pour enlever la partie, toutes les parties où on disait président du Conseil des ministres, pour laisser juste le président du Conseil. En le toilettant, il y a certains articles qui leur ont échappé. Et ils ont édité ça comme ça et ils ont mis ça en circulation. Je peux vous envoyer une capture d'écran pendant qu'on parle, vous pouvez le projeter, je ne sais pas comment le faire, pour que les gens voient ce que je suis en train de dire. Donnez-moi juste une seconde. Et je vous l'envoie. Tu peux me l'envoyer dans mon WhatsApp. Ah oui, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je fais tout de suite là. Le doyen. Ok. C'est envoyé. Vous pouvez le projeter, tout le monde peut voir ce que je suis en train de dire. Bien sûr. Et là où c'est souligné en vert. Oui, c'est ça, c'est l'article 60. Regardez ce qui est écrit. Vous pouvez le projeter si c'est possible de le projeter. Oh, ça ne se fait pas voir. Hein. Bon, je vais le lire. Oui, c'est ça. Ouais. Article 60. Les magistrats du siège sont nommés par le président du Conseil sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats du parquet sont nommés par le président du Conseil des ministres sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Ouais. Quelle est cette littérature-là? Ça, c'est dans la Constitution qui est déjà en circulation. Et ils n'ont pas pu enlever cette partie où on continue d'appeler Faure Gnassingbé président du Conseil des ministres. Ils ont toiletté les autres. Quand vous remontez les autres articles, vous allez voir que quelque part, ils ont dit PC. Et en bas, ils ont dit PCM. Oui. Vous ne pouvez pas jouer autant avec le destin d'un pays, avec la vie d'un pays, en modifiant les textes dans la précipitation, sans savoir réellement les conséquences, où est-ce que vous allez, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le pays. Et donc, il s'est entêté, il a fait son passage en force en distribuant de l'argent aux députés. Nous savons tout ce qui s'est passé au Parlement, il y a des langues qui se sont déliées. Et aujourd'hui, le pays est dans une impasse totale. Et donc, l'Église qui observe, qui entend, qui est en train de toucher du doigt les réalités, a trouvé nécessaire de refaire une nouvelle sortie dont le ton est de plus en plus grave. Parce que moi, c'est la première fois que je lis une sortie de l'Église catholique où les mots sont bien choisis pour décrire la situation que vit actuellement notre pays et les lendemains incertains vers lesquels nous sommes en train d'aller. Et donc, moi je salue cette sortie de l'Église catholique. Oui. Et ma préoccupation, c'est de poser la question de savoir si ça va s'arrêter là. Parce que pour moi, il ne s'agit pas seulement de faire une sortie. Il faut que l'Église, avec l'influence qu'elle dispose, demande à voir M. Faure Gnassingbé pour lui parler de vive voix. Je sais qu'en 2024, ils ont voulu le rencontrer, il n'a pas accepté. Quand il veut faire ces choses-là, comme il pense que, bon, il est un roi dont on ne doit pas critiquer les actes, parce qu'en réalité, Faure Gnassingbé se comporte au Togo comme le roi Louis XIV et ses Marie-Antoinette. Ses femmes sont ses Marie-Antoinette et nous les entretenons. Et donc, on ne doit pas le critiquer. Et donc, il faut que l'Église essaye d'aller plus loin que cette déclaration-là, en demandant de le rencontrer pour lui poser carrément leurs inquiétudes par rapport à la situation délétère dans laquelle vit aujourd'hui le Togo. Donc, moi, je pense que c'est une sortie qui a salué. Cette sortie vient renforcer
vient renforcer la démarche de tous ceux qui, depuis longtemps, disaient que ce projet de nouvelle constitution était une aventure et ce projet ne va pas conduire le pays vers des lendemains meilleurs. Bon, alors, est-ce que ils seront entendus? Parce que quand on prend le cas de certains pays, ben, les évêques ont droit de citer, on les écoute. Si on prend le cas du Bénin, par exemple, avant la conférence nationale, ce que les évêques ont fait, c'était du lourd. Et ça a abouti à la conférence nationale. Oui. Oui, et votre question est pertinente. Nous sommes tous d'accord aujourd'hui, sauf ceux qui font preuve de mauvaise foi, que notre pays est dans une situation assez délétère. Et on risque d'aller vers des lendemains incertains parce que, comme les évêques ont eu à le dire, la situation économique du pays, la situation sociale du pays, la vie des Togolais, tout devient intenable dans le pays. Tout à fait. Et les Togolais aujourd'hui sont devenus des gens sous pression. Les gens n'arrivent plus à tenir. C'est comme on dit souvent qu'on est au bord de la rupture. Et donc, l'Église qui entend les gens, qui rencontre les gens à la messe, qui écoute les populations, et ils sont indiqués pour savoir que le pays court un grand danger. Ils l'ont dit dans leur texte. Ils ont même... Oui, justement, Ferdinand, ils disent ceci, une conviction nous habite. Ouais. Le pays court un risque en couvant les frustrations, car une nation ne se bâtit pas durablement sur le silence imposé, sur la peur suscitée et entretenue, sur le mépris de la voix de son peuple, ou encore sur un entêtement à faire croire au peuple le contraire du vrai. Justement, ils ont tout dit. Et c'est là où leur message interpelle aussi tous ceux qui sont des chrétiens catholiques qui sont autour de Fogna Sibé. D'abord, en commençant par lui-même, ensuite sa propre mère, qui serait une chrétienne dévouée, ses ministres, qui sont des catholiques, ils doivent comprendre de façon subliminale le message que les évêques viennent de sortir et aller dire à leurs champions, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut plus continuer comme ça. Si nous ne faisons pas attention, nous allons couler ensemble. À un moment donné, il faut écouter les gens. Et je ne suis pas convaincu, je ne suis pas certain que tous ceux qui sont autour de Fogna Sibé, tous pris individuels ou de façon collective, ils sont plus intelligents que la majorité des Togolais ou ils sont plus intelligents que les évêques. Donc, moi je pense que il semble que autour de lui-même, ils sont fâchés, comme toujours. Parce qu'ils estiment que, bon, ils sont des saints ni touches, on ne doit pas les critiquer. Je ne sais pas s'ils pensent que, bon, l'Église va venir lui faire différence. Donc, il semble qu'ils sont fâchés. Certains de ses collaborateurs, notamment les femmes, disent oui, comment est-ce que l'Église catholique peut parler comme ça? Et voilà. Donc, s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils aillent arrêter aussi les prêtres, comme ils arrêtent aussi tous ceux qui donnent un avis contraire à leur gouvernance. Donc, moi, je pense qu'on est dans une dynamique. L'Église a fait sa démarche, a fait sa sortie. Je disais tantôt qu'il faut qu'elle aille plus loin en demandant à rencontrer le monsieur. Et ensuite, il faut que les autres confessions religieuses emboîtent aussi le pas à l'Église catholique. Quand je parle des autres confessions religieuses, je parle des évangéliques, je parle de l'Union musulmane du Togo, qui ne s'est plus prononcé sur la situation du Togo depuis longtemps, avec son fameux président qui est devenu sénateur, comment il s'appelle, Inoussa Bouraïma, qui a privatisé l'Union musulmane du Togo, qui ne se prononce plus sur rien du tout, à part organiser le Hajj. Nous sommes dans la période du Hajj, donc je souhaite un bon pèlerinage aux pèlerins. Les autres confessions aussi, doivent prendre la mesure de la gravité de la situation et
ensemble avec l'Église catholique, ils peuvent faire une démarche concertée pour aller voir Faure Gnassingbé. S'ils refusent de les recevoir, parce qu'il est un monarque de droit divin, mais il faut qu'il revienne dire au peuple, chers compatriotes, nous avons jugé la situation togolaise très grave, nous avons demandé à voir M. Faure Gnassingbé, il n'a pas voulu nous voir, nous nous prenons un témoin. C'est ça. Il faut quand même que les gens aillent au bout de leur logique. Parce que si jamais le Togo bascule demain, mais il n'y aura plus personne à l'église, il n'y aura plus personne à la mosquée, il n'y aura plus personne dans les temples vaudous. Chacun va prendre un chemin pour aller s'abriter quelque part. Donc, nous n'avons pas intérêt à voir s'installer dans ce pays-là une déflagration qui ne ferait l'affaire de personne. Donc, moi, ce que je pense, il faut que l'Église aille plus loin que cette déclaration-là. Et si Faure Gnassingbé refuse de les recevoir, il revient à l'Église de prendre le peuple à témoin et on aura estimé que nous avons tout fait pour ramener ce monsieur à la raison. Il n'a pas voulu entendre. Si demain, le peuple togolais juge nécessaire de prendre ses responsabilités, il les prendra. Je rappelle que, à l'heure où nous parlons, il s'est ouvert aujourd'hui un dialogue national au Sénégal. Malgré que les Sonko sont arrivés au pouvoir de façon démocratique, je ne sais pas, plus de 100 jours après, ou je ne sais pas combien ils ont déjà fait, il y a quand même quelques petites tensions dans le pays. Ils ont jugé nécessaire de rassembler l'ensemble de la classe politique pour essayer de discuter. Même si l'issue de ce dialogue, on ne peut pas le présager, le fait même que la classe politique s'asseye pour se dire un certain nombre de vérités, c'est déjà un pas. Vous allez voir qu'au Togo, Faure Gnassingbé ne reçoit jamais les couches socio-professionnelles. Il ne reçoit pas la classe politique, il ne reçoit pas les syndicats, il ne reçoit pas les religieux, il ne reçoit pas les opérateurs économiques, il ne reçoit personne. Il est dans son palais et puis il dispose du pays comme bon lui semble. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc moi, mon souhait, c'est que l'Église catholique qui vient de sonner le glas puisse entraîner d'autres confessions dans sa démarche et qu'ensemble, ils aillent voir Faure Gnassingbé qui a aujourd'hui l'effectivité du pouvoir pour lui poser les vraies questions. En réalité, s'il était quelqu'un de conscient, il devait quand même écouter les gens. Il devait comprendre que mon père a fait 38 ans au pouvoir. J'ai eu la grâce, même si je mets la grâce entre griffes, de faire 20 ans. Ça n'arrive pas dans la vie de n'importe qui. Cette manière-là, il est temps que j'envisage une sortie pour aller vivre tranquillement avec tout ce que j'ai amassé. S'il demande une garantie au peuple togolais, les Togolais jugeront nécessaire de lui donner une garantie ou pas pour aller se reposer. Donc, moi, je pense que c'est cette démarche-là que l'Église doit continuer par faire. Et comme je l'ai dit tantôt, il faut saluer cette sortie de l'Église catholique qui a trouvé les mots justes pour décrire la situation alarmante de notre pays. Et je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut jeter la pierre aux évêques parce que hier, ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ou bien on pense qu'ils devaient faire plus que ça. C'est déjà un pas, il faut saluer ce pas-là et il faut encourager à aller plus loin. Oui. Ferdinand, merci. Je vais te poser une petite question indiscrète. Donc, je vais te demander ton avis. Et nos mamans sont tout pour nous. Ouais. Elles sont tout pour nous. Quand nous faisons quelque chose qui est bien, nos mamans nous conseillent de continuer dans cette voie. Et quand nous empruntons un autre chemin, un mauvais chemin, nos mamans nous conseillent. Bien, je voudrais savoir, selon vous, est-ce que la maman de Faure lui donne des conseils ou bien c'est Faure qui ne prend pas en considération les conseils de sa maman? C'est une question délicate, doyen, mais pour répondre à votre question, je voudrais faire une petite description de la famille Gnassingbé. Vous savez, la famille, ce n'est pas seulement le patronyme. C'est toute une vie commune. C'est une éducation familiale, c'est des valeurs qu'on inculque aux enfants, c'est des principes qu'on transmet aux enfants. Quand vous prenez Gnassingbé Eyadema, il a eu certes des enfants, mais il n'avait pas eu fondamentalement une famille.
Parce que la plupart de ces enfants ont été éduqués par les mamans. Oui, je le vois bien. Et donc, à part ceux qui sont restés avec lui au Caïrité, qui sont les enfants de sa première épouse, la plupart des enfants des Yadema ont été éduqués par leur maman. Donc, les enfants sont restés dans les familles des femmes qui les ont éduqués à leur manière. Ils voient leur papa peut-être 2 fois, 3 fois en passant, et font répète le même schéma. Aujourd'hui, il ne vit avec aucune femme. Tous ses enfants sont chez les femmes. Et donc, quand vous ne vivez pas sur le même toit, ou vous revenez de l'école, votre papa regarde votre cahier, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Quelles sont les leçons que tu as reçues aujourd'hui? Tu as fait ton devoir? Qu'est-ce que le maître a dit? Qu'est-ce que l'enseignant a dit? C'est comme ça que nous éduquons nos enfants, n'est-ce pas, doyen? Oui. Nous les surveillons de jour en jour, nous les surveillons chaque jour, nous regardons dans leur cahier, leurs devoirs, on voit leur habillement, on voit comment ils se comportent. Quand ils nous dissimulent des choses, on arrive à découvrir, on les conseille. Mais quand vous vivez seul et que vos enfants sont dehors et qui sont élevés par vos maîtresses, 2e bureau, 3e bureau, 4e bureau, fondamentalement, ils n'ont pas une éducation complète. Et donc, c'est le jour où le papa meurt, parce qu'on s'appelle tous Nyasingbe, ou on s'appelle tous je ne sais pas quoi, qu'on vient se réunir parce qu'il y a un héritage à partager. Et donc, chacun amène son mauvais caractère et ça va dans tous les sens. Donc, une fois que j'ai fini de faire ce rappel-là, je voudrais dire qu'il semble, ou il se dit, que fort, il n'écoute que sa mère. C'est ce que les gens disent. Donc, une mère qui a de l'affection pour son enfant et qui a, je ne sais pas, devait quand même dire à son enfant, écoute mon enfant, il faut quand même mettre un peu de l'eau dans ton vin, il faut desserrer un peu les vis, sauf si l'enfant échappe aussi au contrôle de sa mère, il en fait dans sa tête. Ah oui. Et ça, ce sont les faits qui nous disent à qui nous avons affaire. Et voilà ce que moi je peux répondre par rapport à votre question. Merci Ferdinand. Je pense que, souhaitons que Fort puisse écouter le message des évêques pour que tout redevienne. Mais vous savez, doyen, il y a des études qui ont été menées par des psychiatres, des psychanalystes et même des psychologues sur plusieurs dictateurs au monde, des gens qui se sont fait distinguer par une certaine cruauté, une certaine méchanceté. Et quand vous lisez ces livres-là, que ce soit sur les Hitler, les Staline, les Mussolini, vous allez voir que c'est des gens qui ont eu des parcours atypiques. Oui. Dans leur vie, dans leur enfance, ils ont été confrontés à des problèmes de la société, soit ils traînent des handicaps, ils ont été mis de côté dans la vie, et une fois qu'ils sont devenus, qu'ils ont accédé à des postes de responsabilité, ils pensent prendre une revanche sur la vie et sur les hommes. Et donc, ces documents-là, ces livres-là, il en existe plein. Et il faut que les gens lisent ces livres-là pour comprendre la psychologie d'un dictateur, la psychologie de quelqu'un qui est autoritaire, la psychologie de quelqu'un qui gère un pays et qui a un côté extrêmement méchant. Donc, et quand vous lisez ces livres-là, vous allez voir que tous ces personnages-là ont les mêmes traits, et ont les mêmes caractères. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui nous arrive. Mais maintenant, ceux qui connaissent Fort depuis son enfance, jusqu'à ce qu'il ne devienne adolescent, c'est à eux de nous dire quel personnage il était, quel était son rapport à la vie, son rapport à son entourage, son rapport avec son père et son rapport avec ses amis. Merci Ferdinand. Bon, maintenant nous allons tomber sur le deuxième thème de notre entretien. Cela concerne